Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Catherine Duclos. Catherine, je l'ai connue quand elle était doctorante avec Nadia Gosselin, en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Elle a fait ensuite continuer son stage postdoctoral en neurosciences computationnelles de la conscience à l'Université McGill en 2021. Puis, elle est maintenant chercheure, accomplie à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, qui est affilié au CIUS du nord de l'île de Montréal. Puis, elle est aussi chercheure mondiale Sifar Azrieli dans le programme Cerveau, Esprit et Conscience. Et maintenant, elle mène des projets de recherche sur les états altérés de la conscience en contexte de soins critiques et chirurgicaux. Et elle s'intéresse plus particulièrement au coma, aux troubles de la conscience, au sommeil et à l'anesthésie. Puis elle a plein de subventions, du FRQS, des IMSC, du CEPSNG, de la subvention des futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau de la Fondation Brain Canada. On est ravis de l'accueillir aujourd'hui. Je vais juste prendre les affaires. Puis, merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup pour l'introduction. Je disais il y a quelques minutes, j'ai présenté à Neurocam il y a 10 ou 11 ans quand j'étais étudiante au doctorat. Donc, ça fait un peu particulier d'être de retour avec vous. C'est vraiment un grand plaisir. Puis mes étudiants aussi sont ici aujourd'hui, ils vont vous présenter certains résultats. D'ailleurs, ma présentation ne va pas plonger dans tant de résultats que ça parce que, en fait, mon objectif, c'est de vous faire un survol de mon programme de recherche qui a trois grandes orientations. Vous titiller un peu si on veut. Mais on va parler de la conscience dans le cerveau humain, qui est un mot mal défini, mal compris. Notre travail, c'est d'essayer de définir un peu les mécanismes fonctionnels qui soutiennent la conscience dans le cerveau humain. Mais dans une population clinique, on a quand même plusieurs façons très claires de parler de conscience, puis ça s'articule autour de cette figure que vous avez sûrement déjà vue parce que toutes les présentations sur la conscience vont présenter cette figure en introduction. Donc, je ne fais pas exception à la règle, mais je vous la présente parce que c'est vraiment clé, c'est le cadre conceptuel qui a permis l'élaboration d'outils cliniques pour mesurer la conscience chez les patients. Donc, c'est pour ça que je voulais pas passer trop vite là-dessus. Donc, dans un contexte clinique, principalement, on va définir la conscience selon les deux axes qu'on voit ici. Donc, sur l'axe des X, l'éveil. Sur l'axe des Y, la conscience de soi et de son environnement. Donc, quand on est réveillé, conscient comme vous et moi aujourd'hui, ben, on est à la fois éveillé et conscient de soi et de son environnement. Dans un coma, on va avoir l'absence de ces deux composantes. Donc, on n'est ni éveillable, il n'y a pas d'ouverture de yeux, aucun signe de conscience de soi ou de son environnement, aucune réactivité à la douleur, par exemple. En état végétatif, qu'on appelle aussi Unresponsive Wakefulness Syndrome en anglais, donc état d'éveil non répondant, les patients vont préserver la capacité d'éveil sans toutefois démontrer des signes qu'ils sont conscients de eux et de leur environnement. Donc, on va avoir une ouverture de yeux, on va avoir des mouvements réflexifs, on peut avoir des larmoiements, des bâillements, mais il va avoir aucun contact entre le patient et son environnement. Donc, on peut essayer de lui parler, on peut essayer de faire des sons, il n'y aura aucune réaction à ce qui l'entoure. En état de conscience minimale, on va avoir quelques signes de de perception de l'environnement, mais encore là, c'est minime et c'est fluctuant. Donc, de façon générale, les patients en état végétatif sont considérés comme étant inconscients parce qu'ils ne possèdent pas cette capacité à être conscients d'eux-mêmes et de leur environnement. Donc, dans le contexte clinique, quand un patient arrive avec une lésion cérébrale grave à l'hôpital, on va utiliser principalement l'échelle de coma de Glasgow pour mesurer son niveau de conscience. Donc, c'est une échelle qui va s'attarder aux réponses verbales, oculaires et motrices des patients. Et comme vous pouvez voir à l'échelle motrice, si le patient ne répond pas aux ordres simples, c'est-à-dire s'il ne serre pas ma main quand je lui dis serrer ma main, on va automatiquement assumer qu'il n'est pas conscient. Donc, c'est vraiment là-dessus, sur la réponse comportementale, qu'on se fie pour évaluer la conscience du patient. Dans un contexte de recherche, l'outil qui est principalement utilisé, c'est le Coma Recovery Scale Revised, qui ressemble un peu au Glasgow, dans le sens où ça mesure la réponse à différents stimuli, ce qui va permettre de distinguer le patient en état végétatif, le patient en état de conscience minimale de celui qui émerge d'un trouble de la conscience. Ça va être les deux items en rouge.
Donc, l'utilisation fonctionnelle d'un objet. Donc, si je donne à un patient un peigne, je lui demande qu'est-ce que vous faites avec ça, monsieur? Il fait ça, bien, je comprends qu'il est conscient. Et la communication fonctionnelle. Mais encore ici, on se fie vraiment à la réponse comportementale du patient pour lui attribuer un niveau de conscience ou non. Et ça, c'est quand même problématique parce qu'on sait que la conscience, c'est pas uniquement la capacité à répondre ou interagir avec son environnement. D'abord, la conscience phénoménale, c'est juste le fait de ressentir et de vivre des choses. Donc, on est capable de ressentir et vivre des choses dans notre tête sans extérioriser quoi que ce soit. Ensuite, ben, il faut être conscient de son environnement pour pouvoir entendre la commande. Donc, serrer ma main, il faut être capable d'entendre la voix de la personne et comprendre ce qui nous est demandé. Et finalement, il faut être capable de générer une réponse comportementale. Donc, il y a plusieurs niveaux de complexité et de conscience qu'on peut retrouver chez un patient. Et donc, d'attribuer l'inconscience à un patient qui ne répond pas, c'est quand même une erreur qui peut être grave parce qu'on peut manquer les signes de conscience chez un individu. Une des études qui a vraiment révolutionné le domaine de la conscience, c'est sorti en 2006 dans Science. C'est un case report où un patient en état végétatif a été mis dans l'IRM fonctionnel et on lui a demandé de s'imaginer en train de jouer au tennis et de s'imaginer en train de se promener dans sa maison. On lui a fait répéter ces tâches-là plusieurs fois. Même si le patient n'avait aucune réponse comportementale à la tâche, on s'est rendu compte que en réponse à la tâche de tennis, les aires motrices s'activaient, puis en réponse à la tâche de navigation spatiale, eh bien, les aires de navigation spatiale s'activaient comme dans le cerveau sain. Donc, ça a été le premier patient chez qui on fait ce test et premier patient qui a démontré que finalement, il répondait comme un sujet sain le ferait. Donc, non seulement il était capable d'entendre la commande, mais il était capable de répondre à la tâche en modulant son activité cérébrale. Donc, ça a vraiment été révolutionnaire parce que là, soudainement, on se rendait compte que la capacité de répondre n'était pas, en fait, était déconnectée de cette conscience-là qui pouvait être préservée. Par la suite, il y a plusieurs paradigmes qui ont été développés pour en fait répliquer ces tests-là, même à l'EEG, donc en demandant aux patients d'imaginer qu'ils bougent les doigts, qu'ils bougent les orteils. Puis de façon répétée, ce qu'on se rend compte, c'est que dans 15 à 30% des patients qui sont en état végétatif, on retrouve cette capacité à moduler son activité cérébrale en réponse à une tâche. Donc, cette nouvelle catégorie de diagnostic, si on veut, s'appelle la dissociation cognitivo-motrice, où on a l'absence de réponse comportementale, mais on a une préservation de la conscience et de la capacité à moduler son activité cérébrale dans le cadre d'une tâche. Donc, les troubles de la conscience ou les altérations de la conscience dans un contexte de soins critiques sont souvent mal compris, mal évalués. On comprend maintenant que l'absence de réponse comportementale ne veut pas dire inconscience, mais on a très peu d'outils pour aller sonder le niveau de conscience des patients, beaucoup de contre-indications pour des techniques de neuroimagerie plus sophistiquées comme l'IRM fonctionnel ou le PET. Et pourtant, les évaluations des patients continuent à se fier sur cette réponse comportementale. Donc, un des grands objectifs de notre programme de recherche, c'est de pouvoir développer des outils objectifs qui vont favoriser une meilleure identification de la conscience chez ces patients cérébro-lésés, par exemple, et va nous outiller pour mieux prédire la récupération des patients, autant sur le plan de la conscience que sur le plan de leur fonction cognitive. Et on le fait à travers la modulation de la conscience par l'anesthésie et d'autres techniques non pharmacologiques que je vais vous présenter. Donc, dans notre laboratoire, on utilise le EEG haute densité comme outil principal. Donc, c'est un EEG à 128 électrodes et on mesure le cerveau comme un réseau. Puis ce concept de réseau, on est tous familiers avec le concept de réseau, un réseau social, le réseau aérien des États-Unis. Donc, un réseau, essentiellement, c'est différents nœuds qui sont connectés. Il y en a qui sont plus densément connectés que d'autres. Il y en a qui sont plus importants. Il y en a qui servent plus d'autoroute où la majorité des transferts d'informations vont se produire. C'est un peu avec cette loupe-là qu'on analyse l'activité cérébrale des patients dans divers états de conscience, principalement en soins critiques et chirurgicaux. Donc, notre laboratoire vise à développer des nouveaux outils qui permettent
de mieux comprendre et caractériser les mécanismes fonctionnels qui soutiennent la conscience dans le cerveau humain, mais aussi de manipuler la conscience en modulant ses propriétés oscillatoires et fonctionnelles. Puis notre programme de recherche s'articule en trois grands objectifs. Le premier, de façon très large, caractériser les dynamiques fonctionnelles à travers les états de conscience dans le cerveau humain. Ensuite, utiliser l'anesthésie pour prédire la récupération de la conscience. Et finalement, moduler la conscience pendant l'anesthésie générale par une approche non pharmacologique. Et je vais vous parler de ces trois grands objectifs plus en détail, en commençant par l'objectif 2, parce que c'est mon préféré. Donc, je dis pas. C'est celui sur lequel je travaille depuis plus longtemps. Donc, la prédiction de la conscience en soins aigus grâce à l'anesthésie. L'idée a débuté dans mon stage postdoctoral, en fait. On s'est dit, c'est quoi la conscience? T'sais, souvent, on définit la conscience comme ce qu'on perd quand on s'endort. Puis nous, on s'est dit, mais c'est aussi ce qu'on perd quand on se fait anesthésier. Puis on s'est dit, peut-être qu'on pourrait anesthésier les patients qu'on soupçonne être inconscients pour savoir s'ils sont réellement conscients ou non. L'idée étant que si un patient a un potentiel de conscience puis qu'on vient l'anesthésier, bien, on va éteindre quelque chose de résiduel et sous-jacent, on va produire un changement dans son activité cérébrale. Alors que si on vient anesthésier un patient qui n'est pas conscient, qui n'a pas de potentiel de conscience, on ne produira aucun changement parce qu'il n'y a rien à éteindre de résiduel. C'est un peu cette hypothèse-là qu'on a testée. On s'est attardé à deux grands marqueurs de l'activité cérébrale qui changent de façon très systématique dans le cerveau sain lors de l'anesthésie générale. Donc, le premier de ces marqueurs-là, c'est la connectivité fonctionnelle dirigée. Donc, à l'éveil, quand on est conscient, les connexions vont principalement de l'avant à l'arrière dans la bande alpha. Donc, c'est comme si on avait un transfert de l'information plus des régions frontales vers les régions postérieures. Ce qu'on voit ici par la matrice en rouge et orange ici, ça veut dire que si on regarde la connexion électrode par électrode, il y a une prédominance de l'activité antéro-postérieure. Sous anesthésie, on va avoir une neutralisation ou même une inversion de cette directionnalité. Donc, notre matrice de connectivité va passer du rouge-orange à du bleu-jaune-vert. Et on va voir que les connexions vont plutôt être postéro-antérieures. Donc, on voit ça dans le cerveau sain. C'est une des choses qu'on a voulu regarder dans le cerveau des patients qui ont un trouble de la conscience. L'autre marqueur, c'était la topologie des hubs de notre réseau cérébral. Donc, les hubs, c'est comme les connecteurs, c'est un peu comme l'échangeur turco. Donc, c'est les points par lesquels transige l'information de façon plus fréquente dans notre réseau. Quand on est éveillé et conscient, en bande de fréquence alpha, encore ici, c'est les régions postérieures qui sont les connecteurs de notre réseau. Et sous anesthésie générale, ça devient les régions frontales. Quand on se réveille puis on regagne conscience après notre anesthésie, ça redevient les régions postérieures qui sont nos connecteurs. Donc ça, c'est le deuxième marqueur qu'on a voulu regarder. Puis notre hypothèse, c'était que si on anesthésie un patient sous propofol et qu'on génère une perturbation de son réseau cérébral et qu'on voit une reconfiguration prononcée de ces deux marqueurs-là, ça voudrait vouloir dire que ce patient a une capacité de conscience, alors que si la reconfiguration est minime ou absente, c'est que ce patient-là n'a pas de potentiel de récupération. Et donc, on a testé cette hypothèse dans une étude pilote chez 11 sujets dans un trouble de la conscience. Donc, il y avait des patients dans un coma, en état végétatif, en état de conscience minimale, plusieurs types de lésions cérébrales, donc traumatiques, anoxiques, AVC, différentes étiologies. Et les patients ont donc été anesthésiés avec une pompe à cible contrôlée. Donc, on visait une concentration cible de 2 microgrammes par millilitre qu'on maintenait pendant au moins 10 minutes, de 10 à 40 minutes. Et on faisait un EEG, donc avant, pendant, après, pour voir la reconfiguration de nos marqueurs. Donc, on a développé ce qu'on appelle l'indice de reconfiguration adaptative, ou le HARI en anglais, qui est vraiment juste la somme du changement de notre connectivité fonctionnelle dirigée et de nos connecteurs. Puis plus le HARI est élevé, plus on a produit un changement avec notre anesthésie. Et ensuite, on a suivi les patients pendant 3 mois pour voir s'ils récupéraient la conscience dans les 3 mois ou non. Donc ici, on a des résultats individuels. 2 patients en état végétatif qui n'ont pas récupéré dans les 3 mois.
on peut voir que les connecteurs sont assez statiques. Si on compare le pré-anesthésie avec le anesthésie ici, on voit qu'il y a très peu de changements dans la matrice de connectivité. Notre ARI est négatif. Même chose pour ce patient ici, là, qui a très peu de changements entre les deux états, avec un ARI négatif également. Donc, pas de récupération dans ces deux patients. Ici, on a un autre patient en état végétatif qui a récupéré. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment un changement marqué dans la couleur de la matrice ici dans la partie supérieure et même une antériorisation des connecteurs sous anesthésie, un ARI positif. La personne a récupéré dans les semaines qui ont suivi. Quand je parle de récupération, ce n'est pas une récupération fulgurante. On a vraiment suivi la récupération de la conscience en tant que telle. Donc, est-ce que la personne regagne la capacité à utiliser un objet de façon fonctionnelle ou communiquer de façon fonctionnelle? On avait aussi un patient qui était en syndrome d'enfermement suspecté, donc locked-in syndrome, qui est causé par des lésions au tronc cérébral. L'équipe clinique avait des suspicions du locked-in syndrome suite à plusieurs tests. La famille a décidé de retirer les soins. Mais selon notre ARI, il y avait quand même une reconfiguration prononcée qui appuie en fait cette suspicion de syndrome locked-in chez le patient parce que les syndromes locked-in, c'est des états où la conscience est préservée, mais le cerveau est déconnecté du corps, donc le patient est incapable de bouger, sauf potentiellement les paupières. Dans le cas de notre patient, il n'ouvrait pas les yeux, donc c'était un syndrome locked-in complet, ce qui était encore plus complexe donc à diagnostiquer parce que ça se présentait comme un patient dans le coma finalement. Mais tout ça pour dire que ça pourrait être utile, un outil comme ça qui nous permet de quantifier un changement dans des contextes où on ne sait pas en fait l'état de conscience de notre patient. Donc, ce qu'on a démontré, c'est que le ARI était significativement plus élevé chez les patients qui récupéraient la conscience dans les 90 jours. Puis on était capable de vraiment distinguer les patients qui allaient récupérer de ceux qui n'allaient pas récupérer avec une précision de 100% là, dans ce petit échantillon de 11 patients. Évidemment, le géodensité, n'est pas accessible au chevet nécessairement aux soins intensifs. On a voulu recalculer notre indice sur un plus petit nombre d'électrodes pour voir si ça serait facilement applicable à un EEG plus standard en contexte clinique. Et comme on s'intéresse aux changements antéro-postérieurs, on s'est attardé à 18 électrodes d'un seul côté du scalp, donc c'est ceux en rouge, pour recalculer notre ARI, puis on a été capable de répliquer les mêmes résultats, donc avec seulement 18 électrodes d'un seul côté. Souvent, les patients, de toute façon, ils ont des blessures ou des drains d'un côté, ce qui fait qu'on n'a pas accès à l'ensemble du scalp nécessairement. Donc, pour conclure, on a démontré que le ARI pouvait identifier les patients non répondants sur le plan comportemental qui allaient récupérer la conscience dans les 90 jours. Donc, plus il y avait une reconfiguration fonctionnelle induite par le propofol, plus il y avait des chances de récupération. Les avantages de l'outil, c'est que c'est indépendant de la réponse du patient. Donc, je vous disais tantôt qu'une des grandes failles dans l'évaluation clinique des patients, c'est qu'on se fie sur la réponse comportementale. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de réponse nécessaire. On regarde vraiment un changement dans l'activité cérébrale. Donc, c'est un design aussi intrasujet, ce qui nous permet de ne pas comparer le cerveau d'un patient qui a une lésion anoxique à un cerveau sain ou à un cerveau d'un patient traumatisé crânien, par exemple. Et évidemment, un EEG de 18 électrodes, du propofol, c'est des outils qui sont facilement accessibles dans un contexte de soins critiques. On ne sait toujours pas ce qu'on mesure, par contre. Puis ça, c'est quand même une grande question à laquelle on va devoir répondre. Est-ce qu'on mesure vraiment la capacité de conscience? Est-ce qu'on identifie les patients qui sont en dissociation cognitivo-motrice dans le moment où on les étudie? Peut-être. Peut-être qu'ils sont déjà conscients, mais incapables de le démontrer. Donc, ça va être des questions auxquelles on va devoir répondre dans les prochaines années. Depuis ce temps-là, on a développé un logiciel qui permet de calculer le ARI facilement. Notre objectif serait éventuellement de pouvoir rendre ce logiciel-là accessible aux cliniciens aux soins intensifs pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur EEG, mettre leurs 3 fichiers EEG, cliquer sur Analyser, puis avoir un indice qui sort, puis une interprétation associée. Évidemment, il y a plusieurs étapes à ça parce que ça prend une accréditation par Santé Canada, donc une validation à plus grande échelle dans plus de patients. Puis c'est ce sur quoi on travaille depuis quelques années aussi. Donc, c'est une étude multicentrique qui est en cours pour continuer à faire l'acquisition de données et à anesthésier les patients pour voir si on peut prédire leur récupération. Le ARI est très utile en contexte où les patients
ont une lésion cérébrale sont encore dans un contexte aigu, mais ne sont plus sous sédation continue. Donc, les patients, quand ils sont admis aux soins intensifs suite à une lésion cérébrale, ils vont souvent être maintenus sous sédation continue pendant plusieurs jours pour assurer la stabilité médicale, puis diminuer les effets secondaires liés à la blessure cérébrale. Et c'est souvent dans ces moments-là, en fait, que les familles doivent prendre des décisions critiques sur le maintien ou le retrait des soins. Donc, de pouvoir offrir des solutions ou offrir des réponses un peu plus claires de façon plus hâtive dans le processus d'hospitalisation, c'est un de nos objectifs dans le cadre de cette nouvelle étude. Nouvelle parce qu'on la lance maintenant à Sacré-Cœur, mais ça fait depuis 2022 qu'elle est en cours dans nos différents centres participants, donc au CUSUM en Ontario, affilié avec Western University, aussi à Massachusetts General Hospital. Donc, plutôt que de donner de l'anesthésie aux patients, on s'est dit, on pourrait regarder ce qui se passe quand on interrompt la sédation. Donc, c'est un peu le protocole inverse. Les patients sont sédationnés de façon continue. L'équipe clinique va venir au chevet quotidiennement, arrêter la sédation 20 minutes, évaluer le patient. Donc, est-ce qu'on est capable de capturer cette reconfiguration à l'EEG au moment où la sédation elle est cessée? Donc, on recrute des patients dans les 2 premières semaines post-admission. C'est là qu'on fait un EEG au chevet au moment où l'équipe clinique fait son arrêt de sédation habituel. Et ensuite, on fait un suivi longitudinal des patients jusqu'à 12 mois, qui inclut un suivi de la récupération de la conscience, mais aussi des fonctions cognitives, récupération fonctionnelle, etc. Donc, l'hypothèse associée à celle que je vous ai présentée avec le HARI. Donc, si on a une reconfiguration comme on voit ici, on s'attendrait à ce que les patients aient une récupération plus favorable que si le cerveau est plutôt statique au moment de l'arrêt de la sédation. Évidemment, pour savoir s'il y a une utilité clinique à tout ça, on demande aussi aux cliniciens de prédire la récupération des patients le jour où on fait le l'EEG. Donc, on leur demande de prédire le Glasgow Outcome Scale Extended, qui est une échelle de récupération là, donc à 6 et 12 mois, pour voir si notre outil va être plus apte à prédire la récupération. On leur demande aussi leur niveau de confiance dans leur prédiction. Puis ça, j'ai eu des réponses quand même étonnantes à ces questions. Des cliniciens qui vont dire qu'ils sont très confiants parce qu'il fait beau, puis le printemps arrive, puis là, t'es comme OK. Fait que, tu sais, ça reflète vraiment un manque d'outils objectifs, en fait. Les cliniciens, ils ont de l'expérience, il suffit sur les tests qu'ils font, mais je pense qu'il manque vraiment de ressources objectives pour permettre la prédiction juste des patients. Pendant l'arrêt de la sédation, on fait aussi entendre un extrait du film Taken, juste la bande audio, au patient dans sa version intacte et sa version scrambled, là, un peu embrouillée. Et il y a quelques études, donc ça fait partie du volet qui est mené à Western University. Mais eux ont démontré que quand on suit l'histoire, notre cerveau va s'activer de façon relativement synchrone avec les patrons d'activation de d'autres gens. Donc, on va retrouver une corrélation inter-sujet, finalement, dans les patrons d'activation lorsqu'on suit l'histoire. Puis ça fonctionne surtout dans un cadre où l'histoire elle est remplie de suspense, d'où le choix du film. Donc, les patients vont entendre 5 minutes dans sa version intacte, 5 minutes dans sa version embrouillée, et on s'attend à ce que les patients qui aient une meilleure chance de récupération puissent démontrer peut-être une corrélation dans les patrons d'activation dans la version intacte de la bande sonore du film. Pour ce qui a trait au suivi des fonctions cognitives, on utilise la batterie de test Creos. Donc, c'est une batterie de tests qui se fait sur une tablette. Donc, on fait 6 tests différents. Ça prend 15 à 20 minutes à effectuer, mais ça nous permet d'aller au chevet, voir les patients. Et ensuite, ils peuvent continuer à faire ces mêmes tests-là en centre de réadaptation. Ils peuvent le faire à la maison. Ils reçoivent un lien courriel. Donc, ça facilite vraiment le suivi répété et longitudinal des patients sans prendre trop de temps. C'est une batterie de tests pour laquelle il y a des dizaines de milliers de données normatives aussi. Donc, ça nous permet de faire un suivi et une comparaison de la récupération des patients par rapport à d'autres patients. Rose va vous en parler dans son affiche un peu plus tard. Et finalement, on fait le suivi fonctionnel avec le Glasgow Outcome Scale Extended puis le Disability Rating Scale, qui sont des échelles de récupération fonctionnelle.
Donc, dans le cadre de ces projets-là où on regarde le changement dans les patrons d'activation, des patrons de connectivité des patients suite à l'administration du propofol, on s'est rendu compte qu'il y avait certains patients qui répondaient de façon paradoxale euh, à cette anesthésie. C'est l'exemple d'un patient ici qui avait une hémorragie intracrânienne chez qui on voit en fait une augmentation de la connectivité antéro-postérieure sous anesthésie, autant à gauche qu'à droite. Donc, tantôt, je vous disais, ces patrons-là, là, quand on voit du orange et du jaune, c'est quand on est éveillé. Alors qu'ici, c'est des patrons qui sont intensifiés sous anesthésie, ce qui est assez paradoxal. On a aussi vu une augmentation de la complexité sous anesthésie chez ces patients-là. Ben, chez ce patient-là, on a un autre patient ici qui a démontré quelque chose de semblable, mais seulement dans un hémisphère. Donc, à gauche, on voyait une intensification de la connectivité antéro-postérieure. À droite, pas grand-chose. De façon générale, il y avait quand même l'antériorisation des connecteurs vers l'avant, une diminution de la complexité, comme ça qu'on s'attendrait dans un cerveau sain. Donc, ça nous a laissé croire que soit c'est pas des marqueurs qui mesurent la conscience, soit c'est des marqueurs qui mesurent la conscience seulement dans le cerveau sain, ou soit que le propofol a un effet bénéfique chez certains patients qui sont dans un trouble de la conscience. Ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup dans le laboratoire depuis un certain moment, notamment en lien avec l'hypothèse de la criticalité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la criticalité, c'est un concept de mathématiques et statistiques qui parle des transitions de phase, mais dans le cerveau, en fait, quand on est éveillé et conscient, notre cerveau fonctionnerait près d'un point critique qui est comme l'équilibre entre l'ordre et le désordre. Et ce point critique-là permettrait l'équilibre parfait, si on veut, entre l'intégration et la ségrégation fonctionnelle et la réactivité aux stimuli. Et si on s'éloigne de ce point critique, ben, on voit que c'est associé à des altérations de la conscience. Donc, on peut être dans un état super critique où là, c'est super connecté, trop d'intégration comme dans une crise d'épilepsie, ou on peut être dans un état sous-critique où il n'y a pas de propagation de la stimulation, il n'y a pas d'intégration suffisante dans le cerveau pour permettre la propagation de l'information. Donc, on s'est intéressé, on a fait une scoping review sur la criticalité dans les différents états de conscience. Puis on s'est rendu compte, en fait, que c'est ça, la littérature confirme que le cerveau éveillé fonctionne près d'un point critique. Les psychédéliques seraient peut-être encore plus près du point critique. L'éveil prolongé, par exemple, tend à amener le cerveau dans un état super critique. L'anesthésie serait un état sous-critique. Et les troubles de la conscience, il y a peu de données jusqu'à maintenant, mais il y a certains patients qui se trouveraient du côté sous-critique et d'autres qui se trouveraient du côté super-critique. Ce qui veut dire que les patients dans un état super-critique, si on leur donne du propofol, un anesthésiant, qui est une substance qui induit un état sous-critique, peut-être qu'on pourrait ramener le fonctionnement cérébral plus près du point critique, favoriser un meilleur fonctionnement. Donc, c'est un peu ça l'hypothèse derrière le lien entre le propofol et l'amélioration des marqueurs de la conscience. Il y a aussi l'hypothèse du mésocircuit qui met de l'avant que la conscience serait soutenue par une interaction entre les noyaux de la base, le thalamus, le cortex frontal, puis que les troubles de la conscience en fait reflèteraient une dysfonction dans ce mésocircuit-là qui empêche en fait la communication vers le cortex, donc une désafférentation corticale, et que cette désafférentation corticale peut être quantifiée selon le spectre à l'EEG, là. Donc la puissance, si on n'a aucune, donc en A, c'est le plus pathologique. Si on va vers le D, on est un cerveau sain. Donc, si on n'a pas cette augmentation de l'activité alpha et bêta, comme on voit dans un cerveau sain, ben, on serait plus près d'une désafférentation, comme on voit dans des troubles de la conscience. Puis c'est associé vraiment à des catégories diagnostiques spécifiques. Donc, on a voulu un peu explorer cette question-là dans nos données du HARI. Donc, plutôt que de regarder la reconfiguration pendant l'anesthésie, on s'est dit, on pourrait comparer le pré-anesthésie au post-anesthésie pour voir s'il y a des changements fonctionnels favorables et si le fait d'avoir été exposé à du propofol, ne serait-ce que 10 à 20 minutes, serait suffisant pour induire des changements cérébro-fonctionnels. Donc, ça a été testé
de façon préliminaire, donc dans 19 patients avec un trouble de la conscience qui avaient été recrutés dans le cadre du projet de Harry. Ici, on voit les changements dans la bande de fréquence delta, theta, alpha et bêta. Donc, une diminution du delta sera associée à un changement favorable vers un niveau de conscience plus élevé. Donc, on a vu une diminution dans 52,6% des patients. Le θ, c'est peut-être moins clair ce à quoi c'est associé, mais on a vu une augmentation d'alpha et de bêta dans environ 60% des patients avec un trouble de la conscience. Puis l'augmentation donc de alpha et bêta est associée à un meilleur niveau de conscience, donc post-exposition au propofol. Il y a Loudric aussi qui va vous présenter une affiche un peu plus tard qui a regardé justement la classification ABCD pour voir s'il y avait un changement entre le pré-propofol et le post-propofol. Ici, on peut voir que par électrode, on a une augmentation des quantités d'électrodes classées comme étant B, C ou D, qui sont plus favorables. Donc, on a une diminution de la catégorie A entre le pré-propofol et le post-propofol, qui signifie qu'il y avait encore là une amélioration dans la classification ABCD dans une partie des patients et des électrodes mesurées. On a aussi vu que post-propofol, on a une augmentation de la connectivité, de l'efficacité globale de notre réseau, de la modularité également, ce qui veut dire qu'on a une augmentation de l'intégration locale et globale du cerveau. Encore là, données préliminaires qui avaient été présentées par mon étudiante Rosalie, qui a aussi démontré de façon préliminaire que plus on avait un EEG qui se caractérise comme étant super critique, plus on était susceptible de voir un changement dans nos marqueurs suite au propofol, ce qui coïncide avec l'hypothèse de la criticalité. Donc, plus on est du côté super critique, plus l'anesthésiant a le potentiel d'avoir un effet favorable sur l'activité cérébrale. Même chose avec la complexité. Donc, ici, c'est la approximate entropy. Il y avait 58 patients qui ont démontré une plus grande complexité après avoir été exposés au propofol. Donc, tout ça pour dire qu'il y a certains indices qui suggèrent que le propofol pourrait être potentiellement bénéfique et un genre de traitement pour restaurer un fonctionnement cérébral plus favorable que lorsque le patient est à son état de base. Donc, évidemment, ça nécessite plus d'études, plus en profondeur. Ça avait déjà été démontré que le zolpidem, qui est une molécule pour dormir, pour traiter l'insomnie, pouvait avoir aussi cet effet dans les troubles de la conscience. Donc, environ 10% des patients dans un trouble de la conscience qui vont démontrer une amélioration de leur état quand on leur administre du zolpidem. Donc, ça serait potentiellement en lien aussi avec cette hypothèse du mésocircuit qui permet de diminuer l'activation du globus pallidus pour désinhiber le thalamus puis restaurer la fermentation corticale. On a un nouveau projet qui démarre aussi sur l'hyperscanning. Donc, ça, c'est une technique qui a été développée par Guillaume Dumas. Il y a peut-être déjà une quinzaine ou une vingtaine d'années, où il a démontré que quand deux personnes interagissent ensemble, soit une interaction sociale, soit pour effectuer une tâche, on voit une synchronisation dans la bande alpha-mu en différentes régions du cerveau. Donc, la synchronisation comportementale serait donc associée à une synchronisation intercérébrale aussi entre deux personnes. Ça a été démontré quand une mère interagit avec son bébé. Il y a des études qui sont sorties pour démontrer aussi, par exemple, que la synchronisation intercérébrale est diminuée quand on interagit via Zoom versus en personne. Guillaume l'utilise beaucoup pour caractériser le fonctionnement des enfants TSA, parce qu'ils ont des interactions sociales quand même altérées par rapport aux enfants neurotypiques. Donc, on s'est intéressé à cette technique-là dans le cadre des soins aigus chez les patients qui ont un trouble de la conscience. Et on se pose la question, est-ce que la synchronisation intercérébrale pourrait survenir quand un patient et son proche interagissent, parce qu'il n'y a pas d'interaction bidirectionnelle, c'est une interaction unidirectionnelle. Donc, le patient ne répond pas à son proche, mais le proche va lui parler, va y prendre la main, va interagir avec lui. Est-ce que dans ces contextes-là, on pourrait quand même voir surgir une synchronisation entre le cerveau du patient et de son proche
qui pourrait aussi être un indicateur de récupération potentielle. Puis souvent, les familles vont nous poser cette question-là. Est-ce que mon proche m'entend si je lui parle? Est-ce qu'il sait que je suis là? Est-ce qu'il sait si je le touche? Ben, peut-être qu'avec cette technique-là, on va être capable de répondre à cette question qui est quand même fondamentale dans un contexte de soins aigus. Donc, c'est un projet pilote pour l'instant où on vise recruter 10 patients et leurs proches pour participer à ce protocole-là qui va être quand même assez complexe. Donc, on va demander aux proches d'interagir de façon verbale et tactile avec le patient. Donc, dire son prénom de façon répétée, raconter un souvenir distant, raconter un souvenir plus récent, lire une histoire à suspense. Là, si vous me voyez venir avec Taken, c'est un peu le même principe. Et ensuite, tenir la main, masser ou toucher l'avant-bras et la main. On va aussi tester l'effet de la musique dans ce protocole-là parce que la musique significative a été démontrée comme pouvant rehausser la réponse comportementale des patients dans un trouble de la conscience. Donc, on va voir si ça fait émerger aussi cette synchronisation entre le patient et son proche. Et finalement, on fait un volet qualitatif pour voir un peu comment les familles se sont senties dans ce protocole-là pour s'assurer de l'acceptabilité du proche qui participe, mais aussi pour savoir si ça va influencer la façon dont les patients, dont les proches interagissent avec le patient hospitalisé dans les semaines qui suivent. Donc, ça conclut la portion pronostication des patients en trouble de la conscience dans le contexte de soins aigus. Donc, je vous ai présenté quand même plusieurs différents outils qui visent vraiment à prédire la récupération des patients, identifier s'ils sont conscients ou non. Et dans ce volet-ci, on vise plutôt à moduler la conscience pendant l'anesthésie générale par une approche non pharmacologique. Donc, il y a environ une dizaine d'années, en recherche sur le sommeil, on a démontré que lorsqu'on administre un son qui est synchronisé avec le pic des ondes lentes en sommeil, on est capable d'amplifier ces ondes-là. Donc, si notre stimulation auditive est vraiment synchronisée avec le maximum de notre onde lente, on vient l'amplifier avec une stimulation sonore qui est donc synchronisée avec l'activité endogène du patient qui dort. Les études ont démontré qu'il y avait vraiment une différence significative dans l'amplitude, dans la pente de l'onde lente. Donc, c'était vraiment une façon d'optimiser, d'amplifier les ondes lentes en sommeil. Ça se traduisait même par des améliorations de tâches de mémoire déclarative lorsque les patients étaient exposés à cette stimulation sonore-là pendant leur sommeil versus ceux qui ne l'étaient pas. Il y avait une meilleure rétention des paires de mots. Comme les tracés EEG des sujets en sommeil et des sujets anesthésiés sont très semblables, sont très riches en ondes lentes, on s'est dit qu'il serait intéressant d'utiliser cette même technique-là dans un contexte d'anesthésie générale pour amplifier les ondes lentes en anesthésie générale et donc approfondir l'anesthésie avec des sons qui sont synchronisés avec l'activité endogène. Donc, on a développé dans le laboratoire un autre logiciel qui vise à détecter les différentes phases des ondes lentes et à envoyer des simulations sonores soit dans le pic de l'onde lente, soit dans le minimum de l'onde lente, ou une simulation sham là, qui est donc absente. Et on est en phase de validation de cet algorithme-là en sommeil. Donc, on s'assure en ce moment que ça fonctionne pour bien détecter les ondes lentes et envoyer les stimulations auditives au bon moment. Et la prochaine phase qu'on est sur le point de démarrer aussi, c'est donc en salle d'op, vraiment tester est-ce qu'on est capable d'approfondir l'anesthésie avec cette technique. Donc, on effectue cette étude à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en salle d'opération chez des patients qui subissent déjà une anesthésie générale pour une chirurgie élective. Donc, on attend que le patient soit anesthésié, intubé, etc. Et ensuite, l'équipe clinique nous donne une vingtaine de minutes pour faire notre projet. Donc, on va tester, en fait, la simulation synchronisée avec le maximum de l'onde lente, avec le minimum et le sham dans un premier temps pour voir si ça fonctionne, pour amplifier les ondes lentes. Et dans un deuxième temps, on va faire juste de la simulation sur le maximum de l'onde lente et voir si cet effet-là peut se maintenir même en présence d'une stimulation douloureuse. Donc, on sait que pendant la chirurgie, il y a plusieurs stimulations nociceptives. Le niveau de douleur peut fluctuer aussi. Donc, si on veut que cet outil de stimulation des ondes lentes puisse fonctionner en contexte chirurgical, bien, on voulait donc répondre à cette question-là, à savoir si l'amplification des ondes lentes peut être maintenue en contexte de douleur.
Ce qui est intéressant avec la technique, si ça fonctionne, c'est qu'on pourrait aussi inversement interrompre l'activité oscillatoire lente. Donc, la stimulation dans le minimum de l'onde lente, comme on voit ici, a été démontrée comme étant capable d'interrompre l'activité à onde lente. Ce qui n'est pas nécessairement favorable dans un contexte de sommeil parce qu'on vient interrompre notre activité de sommeil à onde lente et c'est notre sommeil de stade N2 qui va augmenter pour compenser. Mais si on pense à des états de conscience altérés qui sont riches en ondes lentes, comme le coma, ou par exemple comme le coma, là, on pourrait venir potentiellement interrompre cette activité oscillatoire lente dans des patients dans le coma, ou encore peut-être favoriser une émergence plus rapide d'un état d'anesthésie générale une fois que les procédures chirurgicales sont terminées. Choses qui vont pouvoir être explorées dans le futur si jamais on est capable d'amplifier les ondes lentes avec cette technique. Puis finalement, pour terminer, je vous avais dit qu'un des grands objectifs de notre programme, c'était de caractériser les dynamiques fonctionnelles à travers différents états de conscience. Donc, on s'intéresse aussi au sommeil. Donc, il y a une dizaine d'années, on avait fait l'acquisition de 16 nuits de sommeil avec un EEG haute densité de 256 électrodes. J'ai une étudiante, Maya, qui a fait l'extraction de différents stades de sommeil chez ces individus-là. Puis, elle va tenter de répondre à deux grandes questions. Donc, qu'est-ce qui distingue en fait les stades de sommeil en termes de connectivité fonctionnelle, criticalité, complexité? Puis, dans un deuxième temps, quels changements s'opèrent au cours de la nuit? Le sommeil s'associe à la restauration des fonctions cognitives, du fonctionnement cérébral de façon générale. Donc, est-ce que lorsqu'on compare les stades de sommeil en début de nuit versus en fin de nuit, on voit qu'il y a une restauration de la criticalité, de la complexité ou une amélioration de l'efficacité de notre réseau? Elle va aussi comparer l'éveil pré-sommeil à l'éveil post-sommeil pour voir si ces fonctionnalités-là sont restaurées par le biais du sommeil. Son projet principal, par exemple, se concentre sur les rêves lucides. Et ça, c'est un autre de nos intérêts dans le laboratoire. Donc, les rêves lucides sont des rêves durant lesquels les rêveurs prennent conscience qu'ils sont en train de rêver. Donc, si on repense à notre graphique là, sur la première diapositive, awareness, là, la conscience de soi et de son environnement, en rêve lucide, on a une augmentation soudaine de cette awareness-là. Donc, c'est une fenêtre pour étudier l'awareness dans un cerveau sain, quand même très intéressant. Puis ce qui a été démontré, c'est qu'on pouvait aussi communiquer avec le rêveur en rêve lucide. Donc, on peut poser des questions et avoir des réponses sous forme de mouvement des yeux ou contraction des muscles faciaux. Les rêveurs lucides peuvent souvent aussi signaler le début du rêve lucide avec des mouvements oculaires très particuliers, ce qui nous permet de dire, OK, là, il est en rêve lucide, puis on peut vraiment aller capter ce moment-là spécifiquement. Il y a une étude ici qui démontre qu'on peut même faire des problèmes de mathématiques à un rêveur lucide. Donc, ici, les deux premières fois, le rêveur signale « je suis lucide » avec ses yeux. Ensuite, on lui demande 8-6, puis il répond avec deux mouvements d'yeux. 8-6, il répond avec deux mouvements d'yeux. Ici, c'est avec les muscles du visage. La question qui lui est posée, « Do you watch football? » Est-ce que vous regardez le football? Il répond « non ». Non. Est-ce que vous aimez le chocolat? Il répond oui, en faisant une contraction de muscles différents. Donc, il y a vraiment une communication bidirectionnelle qui peut s'opérer entre le rêveur et l'expérimentateur. C'est donc un état où non seulement l'awareness est augmentée, mais la connexion à notre environnement extérieur aussi. Donc, on aimerait caractériser ce qui se passe dans le cerveau quand cette lucidité apparaît. Donc, on va vraiment utiliser le géodensité pour venir capter tous les marqueurs dont je vous ai décrits dans cette présentation, là, comment ils changent au moment où la lucidité apparaît dans le cerveau. Maya a déjà testé 8 patients à l'aide dans le cadre de son projet. On fait aussi l'échelle de Lucidity in Dreams, donc quand les patients sont réveillés, soit parce qu'ils se réveillent eux-mêmes suite à leur rêve lucide, soit parce qu'on les réveille suite à un signal oculaire ou soit parce qu'on les réveille après tant de minutes de REM, on leur demande de décrire le niveau de lucidité qui vivait dans le rêve. Puis, en deuxième lieu, l'objectif, ça va être d'utiliser la TACS, donc la stimulation transcrânienne alternative à courant direct, pour venir augmenter l'activité alpha puis essayer d'induire la lucidité chez ces rêveurs lucides d'expérience. Donc, en somme, j'espère que je vous ai convaincu que la conscience, c'est pas juste
deux simples axes et qu'on n'est pas inconscient juste parce qu'on est incapable de répondre à une commande. Mais j'espère que je vous ai aussi convaincu que notre programme de recherche vise à comprendre les mécanismes fonctionnels qui soutiennent la conscience dans le cerveau humain, puis qu'il y a des façons d'améliorer objectivement notre capacité à identifier la conscience, prédire sa récupération et la moduler dans le cerveau humain. Et sur ça, je voudrais remercier tous les organismes qui soutiennent notre travail, les gens aussi qui travaillent d'arrache-pied, autant les collaborateurs que tous les membres de mon labo ici, que vous voyez ici, qui sont dans la salle et qui vont aussi présenter des affiches un peu plus tard aujourd'hui. Merci.